Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat. Nous commençons ces échanges par les partenariats internationaux contre le terrorisme, un focus particulier sur le rôle d'Africom au Bénin. Le gouvernement béninois a signé un accord d'assistance mutuelle avec Africom visant à renforcer l'interopérabilité des forces armées béninoises. Nous en discuterons sur ce plateau. Ensuite, nous parlerons du projet d'assainissement pluvial de Cotonou dans les perspectives des prochaines pluies suite aux travaux financés dans le cadre du PAPC récemment réceptionné à Akpakpa. Et ces échanges se feront avec Alidé Toundé qui est journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous Mahélie, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et à ma gauche, Méthode Kpadé qui est juriste. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, je reste avec vous. Le gouvernement béninois a signé un accord d'assistance mutuelle avec Africom pour renforcer l'interopérabilité avec les forces armées béninoises. Dans cette optique, peut-on espérer une amélioration des capacités locales en matière de lutte contre le terrorisme? D'entrée de jeu, il s'y est de rappeler que cet accord existait déjà depuis 2009 et qu'elle n'a fait qu'être officialisée et redynamisée le 22 janvier 2025. Alors, oui, on pourrait penser, on pourrait quand même espérer que cet accord puisse apporter une certaine amélioration d'une part, parce que cet accord prône un partenariat qui vise un soutien logistique réciproque et également, d'autre part, le Bénin a déjà reçu des appuis matériels tels que les véhicules blindés et des équipements essentiel pour la protection et la lutte contre le terrorisme. Merci à vous, Alidé Toundé. Quand on écoute Méthode Kpadé, c'est un accord qui existait déjà longtemps, qui a juste été acté récemment. Je pense que c'est un accord qui vient à point nommé, puisque cela apporte une expertise et des ressources pour améliorer la capacité opérationnelle des forces armées béninoises. Et aussi, on parlera également de la technologie de pointe. Quand on prend le niveau logistique et matériel, on peut par exemple évoquer le cas des drones, par exemple les aéronefs qu'on a vu défiler le 1er août dernier, qui quand même peuvent contribuer à un certain renforcement voilà, de la capacité des forces armées béninoises sur le terrain. Aujourd'hui, on a assisté à une très grosse perte de nos forces armées béninoises le 8 janvier dernier qui a endeuillé toute la nation. Je pense que cela va peut-être renforcer, que ce soit le côté matériel des forces armées béninoises pour pouvoir faire face aux dangers. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de guerre avec les terroristes, ça parle aussi de matériel parce que c'est aussi des gens, n'oublions pas, c'est aussi des gens qui sont super entraînés et super équipés aussi. Donc, pour les combattre, il faut être doublement et même triplement plus équipé pour pouvoir faire face aux dangers. Merci à vous. Méthode Kpadé, la question de la souveraineté nationale se pose dans cette mesure. On se demande si la collaboration entre les deux parties sera équilibrée sans compromettre l'indépendance des forces armées béninoises. J'avoue que c'est une question très pertinente parce qu'en matière de coopération militaire avec une entité étrangère, c'est normal que la question de souveraineté nationale puisse se poser. Cependant, si on s'y prend bien et si on prend des mesures, on peut arriver à bout. Par exemple, au titre de ces mesures, on peut noter l'évaluation régulière pour évaluer en fait l'accord, la coopération, pour s'assurer que la coopération est équilibrée. Alors, si on doit s'assurer que la coopération soit équilibrée, est-ce qu'on ne fait pas entrave à la coopération avec Africom d'une certaine mesure? Je pense qu'en matière de coopération, il faut toujours s'assurer que les deux parties
bénéficie de quelque chose. C'est dans cette optique que j'ai noté l'évaluation. Et en toute chose, il est important d'évaluer. On ne peut rien faire aujourd'hui sans pouvoir évaluer. Et le fait d'évaluer ne peut pas, dans une certaine mesure, porter atteinte à la coopération. Alors, Halidé Toundé, l'évaluation comme solution pour rééquilibrer la coopération entre les deux parties. Je pense que c'est assez nécessaire, puisque aujourd'hui, en termes d'équipement et en termes d'intervention, on constate que nos militaires ont également besoin de formation, puisque je l'ai une fois évoqué sur ce même plateau, qu'en termes d'expérience, nos forces armées béninoises ne sont pas forcément habituées à un climat conflictuel. Ils ne sont pas habitués à la guerre comme des pays comme le Burkina Faso, le Mali, qui sont tout le temps au front. Donc je pense que déjà en termes d'expérience, il y a un petit couac à ce niveau-là. Donc il faut les former, montrer comment est-ce qu'il faut aller au front, parce qu'une autre est de faire la formation dans le camp, mais aussi une autre est de faire face aux réalités sur le terrain. Aujourd'hui, la menace, elle est tout aussi palpable, donc je pense déjà à ce niveau-là, il est essentiel de faire une évaluation, de faire un suivi, et aussi, surtout la formation. Il faut mettre l'accent sur la formation spécialisée, car elle pourrait permettre de proposer et également de préparer les militaires locaux à gérer les menaces asymétriques face aux dangers. Donc je pense que c'est une méthode pour pouvoir aujourd'hui enrayer le danger auquel nous faisons face. Alors, Africom collabore déjà avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Quelles leçons peut tirer de ces expériences pour être appliquées ici efficacement dans le contexte béninois? Aujourd'hui, on est en train de voir le résultat dans quelques pays, à savoir le Burkina Faso. Aujourd'hui, l'armée burkinabèse est en train de réaliser une performance essentielle, si je peux me permettre l'expression. On a récemment noté près d'une centaine de terroristes qui étaient également impliqués dans l'attaque que le Bénin a suivi le 8 janvier dernier. Ils ont rasé une bonne partie des bases des terroristes. Donc je pense déjà que le résultat est en train de se faire sentir. Au Mali également, on a forcément plus, en tout cas on n'entend plus forcément parler d'une quelconque attaque dans les médias. En tout cas, ce n'est plus trop fréquent, le résultat est là déjà. Le Nigeria aussi, c'est tout aussi palpable. Donc on sent une certaine amélioration, mais il faut aussi avoir le courage de reconnaître qu'il y a un certain manquement à un certain niveau. Donc, quel genre de manquement? Expliquez-nous un peu. On continue toujours d'assister à des attaques dans certaines régions qui ne sont pas encore totalement protégées. Je pense qu'il faudrait peut-être faire appel à l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a quand même des machines qu'on peut guider même depuis notre position. Il y a des avions en réaction qu'on peut diriger sans pilote qui peuvent également faire les opérations. Il y a des drones aussi qui peuvent également faciliter la protection du territoire national. Donc je pense déjà il faut faire appel à ces équipements-là. Et aussi le service informatique, c'est aussi important. Parce qu'en Europe, pour ces genres de situations, on voit un certain équipement, on voit un équipage qui se regroupe dans un lieu ou bien à un certain endroit, qui depuis leur position peuvent localiser la position de l'ennemi, qui peuvent identifier un éventuel danger. Et les mêmes matériels sont utilisés en cas de cyclone, en cas de catastrophe naturelle. Donc déjà, le Bénin ne dispose pas encore de ces genres de matériel-là. Toujours est-il, il faut toujours mettre l'accent sur le matériel. Voilà. Merci à vous. Méthode Badé, des leçons positives à tirer de la collaboration déjà en amont de Africom avec d'autres pays. Il a déjà dit, par exemple avec le Burkina, il y a quand même eu une certaine avancée. Et avec le Bénin, on espère vraiment un renforcement de capacité, d'équipement, pour mettre un frein tout au moins, si on ne peut pas finir avec ce phénomène, tout au moins mettre un frein et finir définitivement avec le terrorisme au Bénin, parce que c'est une réalité quand même triste qui persiste. Alors, Halidé Toundé, elle a soulevé un point, elle dit on ne peut pas forcément mettre un terme, mais on peut quand même en limiter cette histoire de terrorisme au Bénin. Alors, réellement, concrètement, est-ce que Africom fait le poids? Je vais commencer mon intervention par cette citation. Quand on veut réellement, on peut. Je pense qu'aujourd'hui, la menace, elle est déjà là. Si on a réellement envie
de faire, je pense qu'on le peut. C'est vrai que le danger est là, le danger, l'ennemi est un ennemi de taille, mais je pense que si on a réellement la volonté, si on y met les moyens, on peut y arriver. On a quand même des pays comme la Russie, la France, qui sont des territoires où la menace terroriste n'est pas aussi présente que ça. On peut faire mieux. On peut également solliciter l'aide de ces pays-là. Aujourd'hui, on a tendance à décrier le modèle occidental, mais nous pouvons aussi toutefois copier les bons aspects du modèle occidental pour pouvoir faire face à ces genres de dangers-là. Déjà que nous sommes un pays en voie de développement, nous n'avons pas assez de moyens déjà pour nourrir toute la population, et de là, faire face à une telle menace, je pense qu'on ne pourra pas tenir. Aujourd'hui, le gouvernement met des moyens dans plusieurs secteurs, à savoir la culture, l'agriculture. Nous pouvons toutefois aussi mettre les moyens dans un domaine comme la sécurité. C'est aussi important parce que, figurez-vous, c'est aussi nos citoyens qui sont menacés. Là, nous perdons de la main-d'œuvre. Et justement, après l'attaque terroriste, on a également évoqué le cas d'un assassinat d'un médecin et de son enfant qui a été abattu toujours dans la même zone. Donc, déjà, les civils sont exposés. Et aussi, n'oubliez pas, la région du nord du Bénin est l'une des régions où on cultive beaucoup plus, on pratique beaucoup plus l'agriculture. Nos agriculteurs sont menacés. Si les agriculteurs sont menacés, ils sont obligés de désister. Et tout le monde sait que quand un agriculteur désiste, quand un agriculteur déserte le forum, on connaît les conséquences directes. Il y aura forcément une conséquence, un impact considérable sur la productivité agricole. Donc, il faut déjà à ce niveau-là penser à rééquiper nos forces armées autrement. Pas forcément s'appuyer sur l'Africom. Il faut solliciter l'aide des pays occidentaux. Ce n'est pas exclu. Aujourd'hui, la Russie, même depuis l'accession à l'indépendance de certains pays, la Russie s'est autoproclamée défenseur des pays faibles. Je pense que c'est le moment, et elle se dit même engagée à protéger les pays-là contre l'invasion de ces terroristes-là. Donc je pense qu'une collaboration ne serait pas sortie avec la Russie, avec un pays comme la Russie et les États-Unis ne serait vraiment pas sortie. Vous pensez qu'on a pris du temps à réagir contre le terrorisme? Je pense que oui, puisque nous avons subi une première attaque en 2022 à Poga qui a coûté la vie à 2 de nos militaires. Je pense que déjà à ce niveau, on a même suivi le ministre, non pas le ministre, le porte-parole du gouvernement qui avait été reçu en émission sur Radio Bénin qui disait qu'on faisait face à une menace terroriste, mais que le terrorisme n'est pas présent au Bénin. Je pense qu'à ce niveau-là, comme le disait mon cher ami Moussala Tondi après un match, qu'on livrait les guépards, écureuils d'alors, qu'on a dormi un peu. Je pense qu'on a vraiment dormi un peu à ce niveau-là. On a attendu que la menace soit présente d'abord avant de réagir. Les terroristes n'ont pas de pitié. Ils agissent comme ils le veulent. C'est des gens qui, à la limite, n'ont pas de conscience. Donc, ils sont imprévisibles, voilà. Ils attaquent comme ils le veulent. C'est des gens qui ne dorment pas. Donc, quand on fait face à ces gens de personnes-là, il faut déjà prendre les taureaux par les cornes et savoir que le danger est là et agir le plus vite que possible. Voilà. Alors, oui, allez-y. Je vais quand même ajouter mon grain de sel. Il faut quand même également tuer le mal à la racine, comme on le dit également, parce que qu'est-ce qui amplifie le terrorisme dans le nord du Bénin aujourd'hui? Ce sont les populations marginalisées, bien sûr. Donc, il y a plutôt deux urgences là actuellement, l'urgence sécuritaire et le dialogue communautaire. C'est très important pour inviter cette population marginalisée là à un changement éventuel de comportement et pour pouvoir également faire en sorte qu'ils se sentent inclus, qu'ils ne se sentent pas marginalisés. Voilà. Alors, que le terrorisme gagne du terrain dans la sous-région, cet accord peut-il permettre également de servir ou bien de renforcer la collaboration entre les pays voisins? Absolument. Le Niger, le Burkina Faso. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs avec grand intérêt en principe que les pays voisins vont accueillir cette coopération parce que grâce à cette coopération, il y aura beaucoup d'avantages comme un meilleur partage d'informations, de renseignements, et j'en passe. Bien sûr, un meilleur renforcement des renseignements. Justement, mais je reviens toujours sur la qualité du partenariat. Le Bénin a réellement besoin d'équipement. Parce que je reviens toujours sur l'attaque meurtrière du 8 janvier. Oui, on est en train de faire des efforts, mais il ne faudrait pas faire des efforts
Il faut agir réellement en ce sens qu'on a besoin de résultats. Depuis l'attaque meurtrière du 8 janvier, on n'a pas encore assisté à la riposte, alors qu'au Burkina Faso, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on entend que le Burkina Faso a subi une attaque à un endroit donné, automatiquement l'armée riposte et crée de sérieux problèmes au terrorisme. Donc, déjà là, on constate qu'il y a une certaine panique déjà qui commence petitement par s'installer dans le rang des terroristes. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. L'armée béninoise a déjà montré assez de faiblesse à l'ennemi. Je pense qu'il est temps de réagir. Alors, je reste avec vous. Avec ce partenariat, peut-on envisager un meilleur soutien aux populations civiles affectées par les actes terroristes? Je pense que ce n'est pas encore suffisant. Dans la zone de Banikwara, déjà. Je pense que ce n'est pas encore suffisant, comme je le dis. Il faut élargir le partenariat, pas seulement s'appuyer sur l'AFCON. Il faut solliciter l'aide des pays qui sont en mesure de nous aider. Aujourd'hui, le Bénin fait presque une cinquantaine de partenariats avec la Chine. C'est le moment de les solliciter. La Chine fait partie des puissances mondiales. Il faut les solliciter. Les États-Unis aussi. Je pense qu'on a une très bonne relation avec les États-Unis, l'Ukraine également, la Suisse également. On a tous ces pays-là qui ont leur ambassade au Bénin. C'est le moment de négocier. Je pense que ce n'est pas encore sorcier, étant donné que nous sommes un pays qui n'a pas encore totalement les moyens qu'il faut pour faire face à ce danger-là. Parce que figurez-vous, le Nigeria étant l'une des plus grandes puissances de l'Afrique et également l'une des plus grandes puissances militaires de l'Afrique a fait face au danger qu'est Boko Haram pendant très longtemps. C'est difficilement ils ont réussi à neutraliser une bonne partie de ces forces armées-là. Et si le Nigeria, déjà avec près de 100 millions d'habitants, n'a pas réussi pendant ses débuts à faire face au danger comme cela se doit, je pense que ce n'est pas le Bénin qui compte à peine 12 millions d'habitants, encore moins nos militaires sont formés sur quelle base. Donc je pense que le Bénin a toute la possibilité d'aller négocier, d'aller solliciter l'aide extérieure et apprendre de ces expériences, apprendre de ces soldats, apprendre des experts là, qui viendront former leurs soldats pour pouvoir faire face au danger. Après le départ de la France du Burkina Faso, on a tous senti le résultat. On a constaté réellement que les soldats burkinabés ont réellement appris de l'armée française. Et c'est ce qu'on demande. Pas forcément permettre aux étrangers de s'installer sur notre territoire, mais il faut également apprendre d'eux. Parce que c'est des gens qui ont l'équipement, qui sont mieux formés que nous. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais attention, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Attention, il serait quand même erroné de penser que le Bénin ne pense quand même pas à une aide également et se base seulement sur l'Africom parce que le chef d'état-major l'a affirmé, le Bénin a toujours recherché une synergie d'action. Donc, je ne sais pas, j'ai cru comprendre à travers votre intervention que vous sous-entendez que le Bénin se base seulement sur l'Africom. Moi, voilà, j'aimerais juste rectifier cela. C'est important. C'est bien de le dire, oui. Alors, voilà, qu'en est-il alors de la protection des populations en des zones environnantes touchées par les attaques terroristes? Je pense que cet accord vraiment va servir à protéger ces populations. Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas seulement un soutien réciproque en matière de logistique, mais également en matière d'équipement, de matériel. Et avec cet accord, le Bénin, les civils pourront bénéficier d'aide humanitaire. Donc, je pense que c'est tout en notre honneur. Merci à vous. Alors, nous allons embrayer avec la seconde thématique. Il s'agit du projet d'assainissement pluvial de Cotonou dans l'attente des prochaines saisons de pluie. Je viens à vous, Alidé Toundé. Le gouvernement a récemment réceptionné provisoirement des travaux financés dans le cadre du PAPCA. Dans cette optique, peut-on espérer une réduction significative des inondations lors de la prochaine saison des pluies? Justement, déjà, quand on observe comment évoluent les travaux dans nos rues de Cotonou, déjà même ici à Cotonou, on constate que la plupart des routes sont en chantier et cela est louable. C'est un effort gouvernemental très considérable puisque tout le monde sait comment est-ce que nos rues, surtout à Cotonou ici, quand nous faisons face à une saison pluvieuse, les rues sont pratiquement inondées. Les véhicules ont du mal à circuler, les motos également. Donc, je pense que c'est déjà un moyen de faciliter la libre circulation des biens et des personnes et c'est un effort vraiment à encourager. Méthode Kouadé, vous pensez que ces infrastructures vont permettre de réduire considérablement les inondations?
pour les prochaines pluies à venir? Bon, l'on pourrait que se baser sur des hypothèses actuellement. Et je ne suis pas architecte pour vraiment le savoir. Mais déjà, ce que j'aimerais dire, c'est saluer les efforts du gouvernement en ce sens et vivement la prochaine saison des pluies pour vraiment évaluer parce que moi, je ne peux pas me positionner là actuellement et dire oui, ça peut marcher. Alors, quel mécanisme de suivi pourrait être mis en place pour pérenniser, pour garantir la pérennité des infrastructures d'assainissement? Déjà, plusieurs mécanismes peuvent être mis en place pour s'assurer de la pérennité. Il faut vraiment se baser sur le suivi et appeler également à la conscience citoyenne. Alidé Toundé. Je vais commencer mon intervention par sa chute, appeler à la conscience citoyenne, oui, mais également la plus grosse part de responsabilité revient à l'État. C'est l'État qui doit mettre les moyens dans la réhabilitation des infrastructures. On a récemment parlé de l'asphaltage qui a beaucoup apporté dans nos rues de Cotonou, que ce soit à Ouida. Aujourd'hui, quand vous allez à Ouida, vous circulez librement. Vous n'avez plus cette difficulté-là de marcher sur de la terre ferme pour vous salir. C'est que vous marchez uniquement sur des pavés ou bien des goudrons. C'est déjà un effort assez considérable. Cela va empêcher les eaux de ruissellement de rester quand il va pleuvoir. Aujourd'hui, la plupart des routes sont en chantier avec l'installation des caniveaux qui vont faciliter la circulation des eaux. Maintenant, juste après, il faut également mettre un dispositif de côté, un dispositif communicationnel pour sensibiliser la population qui se permettent parfois le vilain luxe de jeter des ordures dans les collecteurs qui bouchent la trajectoire de l'eau, qui devrait normalement déboucher soit dans les bas-fonds ou bien soit dans les cours d'eau pour pouvoir faciliter une certaine circulation de l'eau. Donc, il faut commencer déjà à ce niveau-là par sensibiliser la population et aussi, pourquoi pas, instaurer une loi qui pourrait sanctionner les contrevenants qui vont se permettre de détruire ces infrastructures-là parce que c'est des moyens on a mis. Si la population de son niveau n'a pas cette prise de conscience-là, ne reconnaît pas en tant que tel l'effort du gouvernement, je pense que nous allons beau travailler, mais c'est un effort qui va rester vain si on ne se rapproche pas des intéressés, on ne les forme pas comme cela se doit à entretenir ce qui a été installé. Alors, méthode Badé, est-ce qu'on peut rester serein dans la prévision des prochaines pluies? Moi, j'aimerais plutôt nous inviter à plus d'optimisme parce que rester déjà là, avant même la saison et se dire mais est-ce que ça va se passer voilà, rester là à avoir des idées négatives, je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il y a déjà eu l'investissement, le financement, le travail est fait. On va espérer vraiment que les actions menées vont porter leurs fruits. Voilà ce que moi je peux dire sur la question, mais vraiment rester là et à se dire, est-ce que... Voilà, on fait face au changement climatique. Est-ce que les infrastructures sont assez solides pour résister aux pluies intensives, par exemple? Bon, moi j'aimerais quand même donner un bénéfice du doute au travail qui a été fait. Au travail qui a été fait. Parlant de changement climatique, c'est vraiment une préoccupation majeure et de plus en plus une préoccupation mondiale. Donc, quand on va mettre la préoccupation changement climatique et les infrastructures qui sont en train d'être mises en place, je pense que c'est quand même deux questions assez divergentes selon moi, parce que une chose est de bien faire le travail et une chose est de ne pas, parce que ce n'est pas prévisible, on ne peut pas prévoir, on ne saurait contrôler ce changement climatique-là, on ne saurait vraiment contrôler, donc ce n'est pas, je pense, à notre portée. Alors, on ne peut pas prévoir les changements climatiques à l'idée Toundé, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux infrastructures mises en place?
On ne peut pas prévoir le changement climatique, certes, mais sur ce point, moi, je vais rester un peu perplexe parce que déjà, il ne faut pas commencer par parler de changement climatique, mais nous parlerons plutôt de dérèglement climatique. Parce que pour parler de changement climatique, il faut au moins un changement constant sur une longue durée, sur une durée donnée avant de parler de changement climatique. Aujourd'hui, on peut parler de dérèglement climatique et selon les caractéristiques climatiques du Bénin, c'est que déjà mi-avril, les pluies devraient déjà commencer. Donc, tel que les travaux évoluent, moi je vais un peu rester dubitatif par rapport à la finition parce que la plupart des routes sont toujours en chantier. Je ne sais pas s'ils auront forcément la possibilité de finir. C'est au chef chantier, il faut poser la question, est-ce qu'ils pourront finir avant le mois d'avril? Parce que déjà au début, les pluies vont commencer. Et si nous sommes en chantier, que les pluies démarrent, c'est que les pluies risquent encore de dévaster tout ce qui avait été produit. Et c'est des milliards, c'est des millions qui partent en vrille. Donc déjà, je pense qu'il faut d'abord penser à comment faire pour accélérer et achever les travaux avant de parler d'une certaine prévision climatique pour faire face aux dangers. Voilà, alors la réhabilitation d'Akpakpa est un pas important, mais qu'en est-il des autres quartiers vulnérables de Cotonou? Ont-ils également été pris en compte dans ce programme? Je pense que le gouvernement pourra certainement prendre en compte les quartiers vulnérables. Déjà, quand on prend le quartier de Vossa, qui fait partie des quartiers les plus vulnérables, le quartier de Rindé et Saint-Cécile et environ, qui sont également les zones les plus vulnérables face à l'inondation, je pense qu'il y a des types de travaux qui ont été déjà effectués à ce niveau-là. Depuis près de 5 ans comme ça, je n'ai plus jamais entendu parler d'inondation. C'est vrai, on sent une certaine avancée de l'eau, mais ça reste seulement au niveau de la berge lagunaire. L'eau n'envahit plus forcément le quartier de Vossa-Rindé comme cela se doit. Cela voudra dire qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait. Ça veut dire qu'il y a eu des résultats à ce niveau-là. Je pense que le gouvernement est sur le bon chemin. Il faut continuer à intensifier les actions, voilà, et aussi penser à la côte parce que de temps en temps, on sent aussi une certaine avancée de l'océan. Il faut penser aussi à la côte. On est en train de faire tout possible pour maintenir l'océan dans son gond pour ne pas lui permettre d'envahir tout Cotonou. Je pense que déjà, il faut continuer par accélérer les travaux à ce niveau-là. Je pense que d'ici 10 ans, nous allons totalement enrayer ce danger. Méthode Padé, pourquoi cette particularité sur Akpakpa? Je ne saurais vraiment le dire, mais je pense quand même que Akpakpa est plus prisé pour le moment et avec le grand marché de Tokplek, il faut quand même un certain aménagement de ce territoire-là donné. Donc, je pense que c'est légitime que les actions soient menées de ce côté-là. Mais n'oublions quand même pas, ne perdons quand même pas de vue, comme il a souligné tout à l'heure, les quartiers de Vossa, de Rindé. Donc, ne minimisons pas les actions, c'est ça. Et ne nous focalisons pas seulement sur Akpakpa, c'est pas seulement Akpakpa. Après, Akpakpa aussi souffre de plusieurs autres maux. Par exemple, l'accès à l'eau potable. Donc, personne n'en parle vraiment. Mais peut-être les infrastructures sont dirigées également dans mais tout ne peut quand même pas, Akpakpa ne peut quand même pas s'ouvrir de plusieurs maux. Imaginez un instant, on n'a pas l'accès à, Akpakpa n'a pas accès à l'eau. Pourquoi ne pas penser désormais à la réhabilitation des deux ponts qui entrent dans ce quartier-là, appelé Cotonou 2? Pourquoi ne pas penser désormais à la réhabilitation de ces deux ponts-là? Parce qu'il est temps, les ponts sont assez vieux. Et également le pont de Porte-Novo aussi, il ne faudrait pas l'oublier. Les ponts sont assez vieux et parfois on assiste même à des embouteillages sur ces ponts-là. Ce n'est pas logique qu'il y ait embouteillage sur des ponts, encore moins des échangeurs. Donc je pense que c'est un aspect clé à souligner. Il faut démarrer aussi les travaux dès maintenant parce qu'on sent une certaine montée de l'eau, que ce soit au niveau de l'océan, soit au niveau des cours d'eau chaque année. Voilà. Bon. Je disais tantôt que Akpakpa ne peut quand même pas souffrir de tous les maux. Akpakpa souffre déjà d'une certaine difficulté à l'accès à l'eau potable. Donc, Akpakpa ne peut quand même pas également souffrir des inondations, donc quand même équilibré dans une certaine mesure. Oui. Alors, je reviens à vous, Alidé Toundé. Ce projet a bénéficié de financements internationaux. Dans ce contexte, quelles sont les garanties offertes par le gouvernement pour maximiser l'impact de ces investissements sur le quotidien des citoyens?
Les tout premiers bénéfices, c'est d'abord la prise en charge des populations sinistrées. Quand ça va se produire, on aura peut-être la possibilité de distribuer des moustiquaires et également des produits pharmaceutiques à ces sinistrés-là. Parce que n'oubliez pas, quand on assiste aux inondations, bien à l'avancée de l'eau, il y a certains reptiles qui attaquent, je veux parler des serpents, les varans aussi, qui envahissent ces populations-là parfois. Et également, on assiste à une certaine intensification des moustiques qui provoquent le paludisme. Donc déjà, le tout premier résultat, j'allais dire, c'est d'abord la prise en charge des sinistrés à ce niveau-là. Et également, cela permet de préserver les infrastructures routières qui ont été nouvellement installées pour ne pas assister à une certaine dégradation. Cela préserve ces infrastructures-là parce que c'est des milliards, c'est des millions qui ont été mis dans le budget pour pouvoir réhabiliter ces infrastructures-là. Voilà. Alors, méthode Pathé, la prise en charge des sinistrés comme solution pour capitaliser sur les investissements internationaux. Oui, c'est déjà l'action prioritaire. C'est en plus ce qu'il faut prioriser parce que après, ce qui va rester, ce sont les sinistrés. Maintenant, qui les prend en charge? C'est la véritable question. Donc, mettre en œuvre une panoplie d'actions, dresser éventuellement un programme pour la prise en charge de ces sinistrés-là, c'est très important. Dans certaines régions, quand la crue arrive, des régions comme les régions les plus exposées, parce que comme Soava, Agégué, Sotianhoué, Ganvier et environ, qui sont également les plus exposées parce que les enfants seront obligés d'aller au cours malgré la montée de l'eau. Je pense que déjà à ce niveau, est-ce que le matériel flottant, le matériel roulant est assez de qualité pour pouvoir faciliter le transport de ces personnes-là? Parce que l'année dernière, on a longtemps pleuré la disparition de certains civils qui ont perdu la vie dans un naufrage dans le nord. Est-ce que le matériel est de qualité? Aujourd'hui, on a beaucoup de matériel flottant, vieillissant sur les eaux, mais qui continue toujours de rouler. Il faut installer un système pour pouvoir contrôler ces matériels-là et aussi contrôler le surcharge. On n'a pas, par exemple, de base militaire sur les eaux. Dans les zones reculées, il faut aussi des commissariats sur ces eaux-là. On peut aussi installer des commissariats sur pilotis pour contrôler les civils parce que c'est quand même des hommes qui vivent là-bas. Moi, j'ai été une fois pour un reportage à Soava, mais ce n'était pas la joie. C'était totalement désert. Mais pourtant, il y avait des populations qui vivent sur des lieux, qui mangent, qui vaquent à leurs occupations habituelles. Il n'y avait pas de commissariat. Si un danger se produisait, c'est qu'ils allaient certainement régler ça entre eux, ce qui n'est forcément pas évident. Donc, il faut installer aussi des systèmes de sécurité pour veiller à ce contrôle-là. Dès qu'on surprend un propriétaire d'une barquette qui se permet de faire du surcharge pour transporter les civils, on l'interpelle automatiquement. Quand on constate également que le matériel flottant est assez vieillissant, il faut également les interpeller. Et aussi, c'est aussi le moment de subventionner ces populations-là avec le matériel pour pouvoir faciliter le transport de ces personnes-là. Voilà. Merci. Oui, allez-y. C'est vraiment une préoccupation majeure parce que, oui, il a parlé de matériel flottant. Encore heureux, si je peux me permettre de le dire ainsi, qu'il y ait même de surcharge. Il arrive même que des enfants utilisent des bidons d'huile de 25 litres pour pouvoir se déplacer. C'est vraiment déplorable. Donc, on appelle quand même le gouvernement également à se pencher sur ces questions-là et éventuellement prévoir le matériel flottant à la disposition de ces enfants qui parfois même, en voulant aller à l'école à cause de leur dévouement, de leur amour et de leur investissement dans l'éducation, sont obligés d'aller à l'école avec des bidons d'huile de 25 litres. Alors, projet d'assainissement pluvial de Cotonou, nous sommes dans l'attente des prochaines pluies. Quels sont vos mots de fin sur cette question? Mes mots de fin sont vivement à la prochaine saison pluvieuse pour évaluer parce que moi, je n'aime pas parler sans preuve. Donc, attendons vivement cette période, cette saison et saluons.
L'infrastructure passée, la voie qui a été faite récemment, là, on n'a rien, la voie du Agla et tout ça, on n'a rien noté quand même. On peut rester dans l'optimisme. Hein? C'est ça, on peut rester, comme je l'ai conseillé d'ailleurs. Alors, à l'idée Toundé, optimisme en ce qui concerne Moi, je vais toujours rester dubitatif. Hein. Je reste focus sur ma position. Parce que vous l'avez si bien dit, l'année dernière, on a fait des efforts, mais quand même, le résultat n'a pas abouti, sauf dans certaines régions où on n'a pas constaté l'effectivité de la crue. La crue n'a pas forcément touché les populations comme cela se faisait dans les années antérieures. Donc, moi, je voudrais demander au gouvernement et au ministre en charge des travaux de réhabilitation de l'infrastructure routière, de tout faire pour finir les travaux à temps. Parce que déjà, avril prochain, je pense que la pluie va commencer. Nous sommes seulement à 3 ou 2 mois et demi de l'échéance. Donc, il faut prendre les mesures qu'il faut pour ne pas se mordre les doigts après. Alors, avant de terminer ce débat, mesdames et messieurs, le tirage au sort de la phase de groupe de la CAN 2025 a eu lieu ce lundi à Rabat, dans la capitale du Maroc, où se tiendra la compétition du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Alors, le Bénin se retrouve dans le groupe D avec le Sénégal, la RD Congo et le Botswana. L'idée Toundé, est-ce que le Bénin a des chances d'aller loin vu cette compétition? Il faut le reconnaître, hein, nos guépards ont hérité du lot parce que nous nous sommes retrouvés dans le même groupe avec des pays comme le Sénégal, les Lions indomptables, qui ont déjà un sacre à leur titre, et également avec un pays comme la RD Congo, les Léopards de la RD Congo, qui ont effectué un parcours sans faute lors des éliminatoires de la CAN. Aucune défaite enregistrée, je pense que c'est déjà assez considérable. Le Bénin a vraiment hérité du lot. D'abord, même quand on prend la composition de ces deux équipes, c'est des équipes qui ont des joueurs à leur disposition, des joueurs qui ont un niveau Champions League. Déjà, même au niveau du Sénégal, il y a l'emblématique capitaine Sadio Mané qui est là. Il y a un certain Florent Mendy qui est également là, Ismaël Issa, Crépin Diatta et également le jeune prodige qui est en train de faire la fierté du Sénégal. Également au niveau du Congo, on a un certain Dieu merci Mbokani, on a Chancel Mbemba, qui sont des joueurs assez flamboyants, assez très prolifiques sur le côté, qui peuvent quand même apporter le danger à tout moment. Contrairement au nôtre, c'est vrai, on a un certain Steve Mounier aujourd'hui qui est en première division en Allemagne, mais qui est également en difficulté, qui ne marque pas beaucoup. Également, je peux également évoquer le cas de Junior Laitan, qui est un pilier important de l'équipe, mais qui aujourd'hui également est en difficulté. Aucune apparition depuis la trêve internationale. Donc déjà, les nôtres sont dans une posture justement un peu compliquée, mais toujours est-il, étant donné que nous avons la possibilité de nous retrouver en tant que meilleur troisième, on a également la possibilité de nous qualifier à tout moment, puisque le Botswana est assez jouable. Et la dernière fois que le Bénin a joué le Congo, c'était soldé sur un score de 2-0. C'était de l'autre côté du Kinshasa. Néanmoins, avec le Sénégal, il y a de l'espoir. Néanmoins, avec le Sénégal, on avait fait match nul, un but inscrit par Rachidi Moumini sur une frappe lointaine juste après l'entrée de Stéphane Sesséon. C'était au stade général Mathieu de Kékou. Je pense qu'on a toutes les chances avec ces équipes-là. Si effectivement, Guénotro utilise les mêmes piliers, utilise les joueurs à bon escient comme il en a bien l'habitude de le faire. Méthode Kwadé, je ne sais pas si vous y connaissez en sport, mais vous avez pu écouter à l'idée Toundé, on se retrouve encerclé par des ténors. Quelle est votre impression face à l'équipe nationale? Il a mal commencé selon moi, mais il a quand même bien fini parce que en matière de jeu, chacun a sa chance. Chacun a sa chance et on ne peut quand même pas se baser sur le fait qu'il y a que des grands dans ce groupe-là pour dire que le Bénin pourrait ne pas être en tête. Donc, je pense quand même que le Bénin a toute sa chance. J'encourage vivement. Alors, à l'idée tournée sur 10, combien quelle chance vous donnez sur 10? Sur 10, on a 5 sur 10 de se qualifier. C'est déjà encourageant, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes passés
de 16 équipes à 24 équipes pour la compétition. On a également la possibilité de se qualifier en tant que meilleur troisième. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Ces deux pays, je veux parler du Congo et du Sénégal, nous dépassent énormément. Nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir disqualifier le Congo et le Sénégal. C'est bien possible. Et qu'en est-il du Botswana? Le Botswana, c'est un pays qui est à sa deuxième participation. Le Bénin compte 5 participations. Donc, j'estime que dans le classement FIFA, d'abord même le Bénin est au-dessus. Donc, j'estime que tactiquement, le Bénin est une nation qui est au-dessus du Botswana. Mais reste à savoir, la surprise peut se créer à tout moment parce que dans ce même pays, on a quand même vu des pays comme le Madagascar qui, lors de sa première participation, a battu le Nigeria et également lors des dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, on a vu un certain Rwanda qui est allé battre le Nigeria, qui était le premier du groupe, ce même groupe là où figurait le Bénin. Donc la surprise peut se créer. Et notre rôle de rester constant dans le travail pour ne pas être surpris après. Il faut exploiter les joueurs qui sont en jambes. Ola Etan n'est pas en activité 7, mais c'est le moment de profiter des journées FIFA. Je pense qu'il y a des journées FIFA qui se profilent à l'horizon, qui sont en masse. Il faut savoir comment exploiter ces joueurs-là. Également, on a de la matière dans nos championnats. Il y a un certain Gabriel Moulero qui vient de paraphrer un contrat à l'extérieur dans un club de première division dont j'oublie le pays. Donc, c'est également le moment de faire appel à du sang pour pouvoir pallier les petits manquements de ces joueurs-là qui ne sont pas forcément en jambes. Pourquoi ne pas faire appel également à Sebio Soukou, tel que Rally fait appel à Sebio Soukou, qui est en train de faire une très bonne saison de l'autre côté de la Turquie. Alors, voilà, les dés sont jetés. Bonne chance à l'équipe béninoise qui se retrouve encerclée par des ténors, mais nous sommes quand même optimistes. Et voilà qui met un thème à ces échanges. Nous allons revenir sur ce tirage dans nos prochains débats et retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin et via notre application iOS et Android que vous pouvez télécharger. ETélé Bénin, ETélé avec vous pour vous.